des équipes d'architectes et des bureaux d'études. S'il y en a. Je sais pas. Donc après, on parle de l'organisation. Alors, pour ces adhérences applicatives, soit vous partez de rien, soit vous avez déjà quelque chose. Alors, il y a beaucoup d'entreprises, en fait, toutes ces problématiques d'urbanisme, de gestion des référentiels applicatifs, etc. Il y a beaucoup d'entreprises, même de grande taille, pour lesquelles c'est assez récent. Donc souvent on part de rien, on ne sait pas. Ou alors on a des trucs qui sont faits dans un coin, mais qui sont plus forcément à jour. Parce que là encore, c'est un stagiaire qui avait profité de l'été pour faire ça, ou un type qui n'est plus là, etc. Donc souvent ça demande quand même une masse de travail assez importante dans la phase d'études. Donc il faut contacter les gens, les responsables des applications, les responsables des logiciels, etc. Soit vous avez déjà un référentiel applicatif, mais pas de bol. Dans le référentiel applicatif, il n'est pas fait mention à MS Office. Vous êtes content, c'est déjà bien, vous avez le référentiel d'application. Mais maintenant, ça ne va pas vous dire si c'est dépendant de MS Office ou pas. Et puis souvent, en plus, le référentiel applicatif, il n'est pas tout à fait à jour. Le cas classique, en fait, c'est que comme tous les référentiels, on fait rentrer dedans, on fait rentrer dedans. Par contre, on fait rarement le ménage dedans. Quand une nouvelle application arrive, ok, mets-le dans le référentiel. L'application meurt, il n'y a personne pour dire, tiens, en fait, tu as pensé à la sortir du référentiel. Ça, c'est le cas classique. Donc, souvent, on peut être un peu perturbé par le nom d'application. Alors là, je reprends le cas de nous, ce qu'on connaît. Par exemple, la caisse des dépôts et consignations, c'est 650 applications. Ça représente plus de 1000 packages différents, puisque l'application, ça peut être plusieurs paquets applicatifs. Donc quand nous, on est arrivé là-dessus pour débrouiller tout ça, au départ, on a fait, wow, c'est un peu la galère, quoi. Alors bon, on y est arrivé quand même. Ça a pris un peu de temps. La mairie de la ville de Marseille, c'est 300 applications. Donc pour des périmètres à peu près de 6000 postes, chacun. Donc 300 applications, mais eux, par contre, ils avaient un choix d'entreprise. Ils faisaient du... Alors, comment ça s'appelle ce truc? Du 4D. Je ne sais pas si ça vous parle, 4D. C'est un espèce de petit environnement de RAD qui était issu de la fin des années 80, qui vous permettait de développer des trucs rapidement et qui avait sa propre suite intégrée. Donc le bonheur avec 4D, c'est que comme il a sa propre suite intégrée, il n'a aucune adhérence avec MS Office. Donc déjà, du coup, à la ville de Marseille, il y avait plus d'un tiers des applications, vous savez qu'elles n'étaient pas adhérentes. Quand c'est ce cas-là, déjà, ça aide. Une autre bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de cas, en tout cas pour le cas des progiciels, d'éditeurs sérieux, l'adhérence en général, elle est quand même pointée, c'est marqué dans la doc, quoi. Parce qu'il y a des gens, souvent vous leur posez la question, ils disent j'en sais rien, c'est adhérent à Microsoft Office. Je sais pas, au hasard, regarde sur la doc d'install, s'il y a marqué qu'il y a besoin de Microsoft Office en prérequis, c'est qu'il y a besoin, quoi. Là du coup ça semble beaucoup plus simple, quoi. Donc la plupart du temps, il suffit de lire la doc pour avoir l'information. C'est assez simple pour en parler. Mais tout le monde n'y pense pas. Donc sinon, il faut aller voir les équipes maison. Là, ça peut être plus vite. Voilà. Parce que même des fois que les mecs sont encore là, ils ne veulent plus en entendre parler aussi. C'est toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi. C'est toi qui as fait ça. Oui, c'est moi qui l'ai fait, mais je ne veux plus en entendre parler. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait suivant les différents... Donc, si vous avez une adhérence forte, donc entre 1 et 3, donc si vous avez besoin d'une DLL, d'une DDE, d'un machin, ou je sais pas quoi, donc si c'est l'application maison, vous avez trouvé la bonne équipe, vous avez acculé au pied du mur, maintenant il faut qu'il vous évalue le coût de la reprise. Et là, effectivement, vous pouvez avoir des mauvaises surprises, aussi des bonnes surprises. Si c'est le progiciel, effectivement, c'est la démarche éditeur. Donc là, le Métallic Oracle, allez voir votre commercial BO. C'est important pour lui, c'est juste des parts de marché. Donc s'il y a suffisamment de gens qui l'appellent, il se rendra compte du marché et là ça passe. Et dans tous les cas, il faut évaluer le coût qu'on va y mettre par rapport à l'impact de l'adhérence. C'est-à-dire que si vous avez une adhérence forte, une application maison, et l'équipe vous dit, bah voilà, il y en a pour 6 mois de développement,
mais par contre ça représente 6000 utilisateurs chez vous, bah ouais, ok, on va peut-être mettre les 6 mois sur la table. Par contre, si ça représente 3 Pékins, bon bah les 3 Pékins on les laisse, quoi. C'est pas grave. Ouais, on va pas redévelopper pendant 6 mois pour Fred, Georges. Ça dépend qui sont les 3 Pékins. Par contre, effectivement, effectivement, il y a la fameuse VIP list qui peut jouer aussi. Mais bon, 6 mois de développement, bah, il faut se faire des grilles à peu près correctes, quoi. Mais il y a cette notion d'impact qui effectivement joue sur la quantité et la qualité, comme le fait la qualité, ça comme le fait remarquer Céline. Si l'adhérence est égale à 4, bah là encore il faut évaluer le coût de reprise directement et le mettre par rapport à rapprocher de l'impact de l'utilisateur. Donc l'impact, c'est le nombre d'utilisateurs, c'est la qualité, c'est-à-dire la qualité de l'utilisateur. Il faut aussi le voir par rapport à l'utilisation qu'ils en ont. Si c'est pour une macro qui est utilisée une fois par an pour faire les avancements, bon, bah on met un poste en dérogation, même s'il y a 3 personnes qui l'utilisent, elles se débrouilleront, elles s'organiseront pour aller sur le poste qui est en dérogation, faire tourner leur macro une fois par an. C'est pas catastrophique. Si par contre la personne est toute la journée dessus, etc., bon, voilà, on voit ça d'une autre manière. Et puis si l'adhérence, et ça c'est le cas le plus favorable, supérieur à 4, vous n'avez pas de problème particulier, vous pouvez aller prendre un café. Donc rapidement un petit point sur les indicateurs de suivi, et après j'arrête de vous embêter là-dessus. Donc pour suivre, je peux peut-être vous embêter sur autre chose, mais là-dessus. Pour suivre la migration, nous en fait on met en place un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent un peu de gérer les remontées utilisateurs, de savoir dans quel sens on va sur la migration et d'adapter le chemin de migration au plus juste. Donc le premier indicateur qui est important pour nous, qui est important de mettre en place, c'est le suivi de création de fichiers EDF. Puisque un des objectifs de ce type de migration, c'est bien de passer à EDF. Et le fait de surveiller cet indicateur-là, ça nous montre aussi comment les gens utilisent OpenOffice. Si vous êtes dans des périodes de transition, etc., si les gens génèrent de l'EDF, ça veut dire qu'ils utilisent OpenOffice. À moins qu'ils aient des plugins installés, mais bon, je vois que c'est quand même rarement le cas, quoi. Donc, les fichiers EDF qui nous intéressent, on fait ça mois par mois, c'est les fichiers roulants, c'est-à-dire les fichiers qui ont été créés dans le mois. Donc on va, pour ça comparer, on va dire voilà, au mois de novembre, il y a 60% des fichiers EDF qui ont été créés par rapport à 40% des fichiers. On va me dire après, ok, mais comment est-ce qu'on fait ça? Alors, 2 solutions. Soit vous avez une structure de serveur de fichiers qui est bien faite, et puis les gens utilisent bien les serveurs de fichiers. Donc là, vous allez faire des carottages sur les serveurs de fichiers, c'est très simple. Vous faites des tests sur les extensions. Soit vous n'avez pas de serveur de fichiers, à ce moment-là, il faut voir ce que vous avez en termes de solutions et d'agents de monitoring des postes de travail qui va vous permettre de remonter cette information-là. Et après, ça dépend vraiment des entreprises. Ou alors, vous faites un petit dev particulier, mais là encore, ça dépend. Parce qu'il y a des politiques de confidentialité aussi, du fait qu'on ne doit pas ouvrir le document et aller voir ce qu'il y a dedans. Mais par contre, pour ça, on n'a pas besoin d'ouvrir le document. On regarde juste l'extension, ça nous suffit. En général, nous, il y a quand même la sécurité qui nous embête. À partir du moment où on scanne, on regarde, ils n'aiment pas. Le suivi du déploiement, bon, ça c'est un indicateur basique. J'ai X postes, combien j'ai déployé, sur 5700. En novembre, j'en ai déployé 300, en décembre, 700. Si vous avez une bonne solution de télédistribution, bah, vous avez fait les 6000 postes en 10 jours. Comme ça, tout va bien. C'est faisable, hein. Par contre, ça a un coût aussi. Il faut avoir déjà la bonne solution logicielle, et puis il faut avoir les bonnes compétences pour le faire, le bon réseau, et il ne faut pas être trop exposé non plus en termes de site. Le suivi des désinstallations, celui-là c'est le plus important, c'est de dire ok, j'ai déployé, je suis le déploiement, mais par contre en termes de désinstallation, où j'en suis? Parce que déployer OpenOffice, là c'est facile, tout le monde peut le faire. Et moi je prends un CD, ça va me prendre du temps, déployer OpenOffice, je vais y arriver, quoi. Par contre désinstaller, là c'est plus compliqué, puisqu'à chaque désinstallation, vous avez un problème potentiel de l'utilisateur qui va remonter des hurlements, etc. Donc l'intérêt de cet indicateur-là aussi, enfin, ce qu'il faut faire aussi avec cet indicateur,